Hello, everybody, and Bonjour à tous welcome et to it. bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons des popotins de Cancer Colorectal Canada. Cancer Colorectal Canada est le principal organisme sans but lucratif de défense des droits des patients atteints de cancer colorectal au pays et Parlons des popotins est notre série d'entrevues web où nous discutons avec des personnes dont les points de vue pourraient vous intéresser. Vous, c'est-à-dire un patient atteint de cancer colorectal, un proche aidant, un membre de la famille ou un professionnel de la santé. Si ça vous intéresse, cet épisode est pour vous. Je suis votre animateur, Carl Denman. Aujourd'hui, nous recevons Christine Fader pour parler des soins qui tiennent compte des traumatismes. Christine est auteure, conférencière et veuve d'un cancer. Son mari, Michael, a reçu un diagnostic de 2 cancers distincts à 2 ans d'intervalle. Depuis son décès, Christine met à profit ses compétences professionnelles et son expérience personnelle pour sensibiliser les cliniciens, les organismes de santé, les patients et leurs proches aidants aux soins tenant compte des traumatismes et aux soins palliatifs. Elle a communiqué avec nous pour nous parler de son travail et nous tenions à vous en faire part. Euh, alors, Christine, merci d'être là. Merci de m'avoir contacté. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien aujourd'hui. Il pleut ici aujourd'hui, mais je souris et je suis très heureuse de parler avec toi. Oui, et c'est mieux de pleuvoir que de neiger. Oui. Et donc, avant de parler de comment tu as commencé ton travail, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi les soins qui tiennent compte des traumatismes? D'abord, je viens de mon expérience personnelle. Je ne suis pas une experte en traumatisme. Je vais partager les recherches que j'ai faites et les choses que nous, on a vécues en passant à travers le système. Donc, très rapidement, les soins qui tiennent compte du traumatisme, c'est des soins de santé en particulier, mais d'autres sortes de soins aussi. Mais si on parle des soins en cancérologie, qui prennent en compte toute la personne, pas juste leur maladie, mais aussi ça prend en compte le fait que les gens arrivent face au cancer ou les autres avec toute une culture, un historique, un background et d'autres expériences qui pourraient être traumatisantes. Et des bons soins de santé inclusifs prennent ça en considération et font certaines choses pour aider ces patients-là à passer à travers les processus. Parce que des fois, les soins, quand on a eu des traumatismes, peut, au lieu d'aider et a toutes des bonnes intentions, peut en fait faire du mal aux gens avec des traumatismes. Et donc, des soins qui tiennent compte, qui prennent en compte les traumatismes, réduisent l'impact de ça. Oui, il y a 2 choses ici. Je pense que vous avez dit, vous, c'est votre expérience et je veux le mentionner pour les gens qui écoutent. C'est une expérience de vécu profonde et je pense qu'on va parler du avant et après parce que vous travaillez avec les soins de santé en Ontario, hem, en tant que en tant que défendant des et donc avec votre histoire et ce qui vous est arrivé, ça illustre l'impact. Alors, est-ce que vous voulez partager pourquoi ce travail que vous faites, c'est quelque chose que vous faites maintenant? Oui, donc mon mari, comme vous avez mentionné dans l'introduction, a eu 2 sortes de cancers en 2 ans. Un, et ils avaient rien en commun. Et mon background professionnel, c'est les conseils en carrière, j'ai écrit des livres. Et donc, pour ce qui est du bénévolat que je fais, donc je suis connecté aux soins de la santé euh, au niveau personnel, mais j'ai aussi formé des médecins, des étudiants, donc je connais l'environnement et je me suis dit en tant que bénévole, j'ai les 2 choses, l'expérience de vécu et les habiletés professionnelles pourrait aider à euh, améliorer ça. Mais c'est vraiment l'expérience de vécu, le soutien que j'ai donné euh, à tout ceci est basé sur mon expérience à soutenir mon mari à travers ces cancers-là et l'impact que ces traumatismes. Dans son cas, c'était des abus sexuels et des abus physiques et ensuite euh, il y a eu une école résidentielle catholique
ce qui était encore plus d'abus. Et ensuite, il était sans logis à partir de l'âge de 12 ans en Ontario. Et donc, il y avait des étages de traumatisme qui avaient géré bien, qui avaient géré relativement bien, mais il y avait beaucoup de stratégies qu'il utilisait à tous les jours pour l'aider à garder ses traumatismes. Et quand il y a eu son cancer, beaucoup des choses sont disparues parce que c'était impossible dans un. Les gens doivent te toucher, les gens doivent faire des choses pendant ton traitement, ton évaluation et on perd le contrôle. Alors, c'est devenu un problème actif pendant son premier cancer. Et ensuite, je me suis rendu compte que, waouh, c'est pas juste lui qui est impacté. Et en fait, j'ai fait des recherches et 34% des adultes canadiens, et c'est probablement la même chose aux États-Unis, disent qu'ils sont des survivants d'abus et de traumatismes. Et les chiffres étaient incroyables à mes yeux. Je viens un endroit de privilège, donc c'était incroyable pour moi. Mais ça, c'est juste les abus sexuels et physiques. Ça inclut pas les autres traumatismes. Ça, ça, alors, je me suis dit, dans un centre de cancérologie, une bonne proportion des gens doivent rentrer avec un certain traumatisme. Et pas tous les traumatismes vont avoir un impact sur les soins, mais ils ont le potentiel de faire. Alors, je pensais que c'était quelque chose de très important à discuter parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu dans notre expérience à travers nos choses. Oui, puis je pense que c'est important de peut-être parler de c'est quoi le traumatisme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux expliquer dans le contexte de ton travail, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça a une conception populaire, thérapeutique et peut-être aussi euh, ça, ça va ensemble. Alors, c'est quoi le traumatisme? Alors, ma définition, c'est que c'est quelque chose qui est souvent difficile, qui t'est arrivé, ou un environnement qui a un impact sur toi et qui donne potentiellement des réactions, des symptômes dans d'autres façons. Alors, c'est gros, ça peut être un trauma individuel comme mon mari, ça peut aussi être traumatisme culturel ou identitaire. Donc, les gens des populations marginalisées souvent ont un traumatisme ou un historique de traumatisme ou ont une existence traumatisante et ont un impact plus grand. Vous avez mentionné les écoles résidentielles. Oui, ou venant d'un environnement en temps de guerre ou un pays où il y a beaucoup de conflits, toutes ces choses-là, même juste venant d'une culture différente à une nouvelle culture, peut avoir des éléments traumatisants et des choses comme les, les communautés LGBTQ2S ont souvent des traumatismes. Alors, il y a plein de choses et ça veut pas nécessairement être la même chose partout pour tout le monde, mais c'est des expériences que les gens ont eues ou ont qui vont avoir un impact sur comment ils réagissent aux choses. Oui, moi je pense ici aux réponses non provoquées. C'est automatique, c'est sous-conscient. Oui, souvent c'est le sous-conscient. Et dans le cas de mon mari, par exemple, il ne savait pas que ça allait arriver. Des fois, oui. Des fois, il savait qu'il fallait qu'il évite certaines situations, mais il n'avait jamais eu le cancer, alors il ne se rendait pas compte que, oh, il va y avoir des situations où soudainement, il, il va avoir une réaction. Oui, et on va partager des ressources avec les gens, mais je veux stresser que si pendant la conversation, vous pensez, hey, c'est quelque chose que je devrais discuter, s'il vous plaît, essayez de trouver un professionnel, travailleur social, psychologue, pour vous aider à penser à ces choses-là. Et on va vous donner des ressources. Mais nous ne sommes pas ces ressources-là, mais on en parle. OK. Alors, voilà la base. Parle-moi de ton travail. Alors, j'ai soutenu mon mari à travers les deux cancers et sa fin de vie. Et son traumatisme, ses traumatismes apparaissaient ou intersectaient avec ces choses-là à travers tout le processus. Et c'est pas une personne qui était pas bon à gérer. Alors, il n'y avait pas des signes évidents de traumatisme pour les gens, mais je pense qu'ils m'ont dit après que, ah oui, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je savais pas c'était quoi.
pouvais pas mettre mon doigt dessus. Et donc, oui, alors, les choses qu'il a faites dans sa vie de tous les jours, qu'il ne pouvait pas faire, les choses simples, comme il avait, il a jamais porté il portait toujours un collet ouvert parce que il refusait de porter des collets fermés à cause de traumatismes liés à l'étranglement, mais pour son cancer, il dut porter des masques pour la radiation qui allait jusqu'à ses épaules, de la tête aux épaules, et il était attaché à la table pour ne pas bouger pendant le traitement. Des bonnes raisons. On ne veut pas détruire les tissus sains, mais c'était très difficile pour quelqu'un qui ne pouvait pas être enfermé dans un espace, ne pouvait pas avoir quelque chose sur son visage ou sur son cou. Alors, juste là, le premier cancer, le premier traitement, quand il est allé avoir le masque, il s'est dit non, non, ça va pas marcher. Et il a refusé son traitement. C'était au début, il a refusé le traitement parce que le traitement était tellement un gros, ça ramenait un élément déclencheur. Oui, exactement. Alors, j'ai pensé, il faut que je fasse quelque chose. Alors, après le premier cancer, il a été guéri, c'était super. Euh, on a géré ça avec lui, avec l'équipe de soins, et il l'a fait. Mais on a dû le discuter, puis on a été obligé de découvrir, en fait, qu'on avait le droit de discuter ça. Oui, est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment est-ce que l'équipe de soins a répondu, comment vous avez travaillé avec eux? Oui, il a dit je peux pas le faire. Et j'ai dit on peut leur en parler de façon privée. On l'a fait. Tout ce qu'on a dit, c'est moi j'ai dit il a survécu aux abus et on n'a pas donné de détails. On n'a même pas été obligé de dire ça. On aurait pu juste dire qu'il trouvait ça difficile. Alors vous n'êtes pas obligé de dire tout ça, mais il a trouvé une solution avec eux pour ce qu'il pouvait faire dans son cas. Il fallait qu'il sorte de son corps, qu'il aille ailleurs. Alors, il a dit, parlez-moi pas pendant le traitement ou quand vous faites la mise en place. Faites juste pas me parler. Ça, c'était une façon qu'il pouvait au moins aller dans un endroit où il pouvait se protéger. C'était quand même horrible, très, très horrible. Il a été obligé de le faire 35 fois. Alors, moi, je n'aurais pas été capable de le faire, mais lui, il avait une fortitude incroyable à cause du traumatisme qui l'a aidé, mais aussi ça l'a rendu très, très, très difficile, malheureusement. Et donc, oui, on a été capable de demander ça, mais on savait qu'on pouvait demander à cause de mon expérience et j'étais pas intimidé par le système. Mais mon mari était comme, on peut demander pour ça, t'es-tu sûr, t'es-tu sûr? Qu'est-ce que je dois leur dire? Puis combien est-ce que je dois leur dire? Puis pense qu'une partie de ma motivation aujourd'hui, c'est que les patients ne savent pas qu'ils ont le droit de demander pour ces considérations-là. Et les praticiens ne pensent pas nécessairement au traumatisme quand ils gèrent les patients. Parce que le cancer, c'est une question de sauver votre vie. C'est important, naturellement, mais je pense qu'une partie de ce que j'entends des praticiens, c'est que, oh, je me suis pas rendu compte que c'était tellement prévalent et je reconnais des choses dont tu me parles quand je parle de patients avec qui j'ai travaillé. Oui, puis je pense qu'une des choses qu'on voit, c'est les gens qui viennent à CCC, c'est l'expérience du traitement peut causer du traumatisme. Absolument. Il y a peut-être une question de prendre pour acquis que ça fait partie du processus au niveau du médecin. Oui, puis je pense que mon expérience, mon mari a eu une suspicion de cancer colorectal et l'évaluation pour ça, la procédure pour enquêter était très traumatisante à cause de son histoire. Puis, puis même sans l'historique, ça peut être traumatisant. Alors, je pense que les cancers colorectal ont peut-être sont peut-être plus sensibles au traumatisme versus d'autres sortes de cancers potentiellement, mais pas nécessairement. Oui, puis je pense que c'est une des choses c'est qui est connectée à ton travail. Et pour nous, c'est la normalisation
des colonoscopies. S'il vous plaît, allez vous en faire une pour que ça soit pas quelque chose de gros. Mais on parle de comment on éduque les patients, comment on défend leurs droits, on parle aux médecins. Peux-tu me dire, c'est quoi la forme de ça? Alors, c'est quoi le travail que tu fais avec les soins de santé en Ontario? Alors, je suis consultant avec différentes organisations, localement, provincialement et aussi nationalement avec un organisme pour le cancer du poumon, parce que ça, c'était un des cancers que mon mari a eu. Alors, il y a du travail d'advocacy aussi, on, tu sais, avec les politiciens, des vidéos, des choses comme ça, mais le travail que je fais pour les soins qui prend soin du traumatisme, qui prend en considération le traumatisme, c'est que je voulais développer un atelier, puis je l'ai fait après son cancer du poumon, après son deuxième diagnostic. J'ai développé un atelier pour les étudiants en radiologie parce qu'on a eu des bonnes expériences avec les thérapeutes, mais ils nous ont dit on aurait aimé de savoir ça avant. Alors, j'ai approché un des collèges qui enseigne ça. J'ai développé une session pour aider à penser. Peut-être j'ai des patients qui ont un traumatisme. C'est quoi les choses que je peux faire dans ma pratique qui peut rendre l'expérience mieux? Parce que eux sont des experts, mais on a aussi eu des suggestions, pas en tant qu'expert, juste basées sur mon expérience, au sujet des choses qui ont aidé mon mari spécifiquement. Alors, les choses comme suggérer qu'ils ralentissent, qu'ils aient le consentement à souvent chaque étape du processus. Et ils demandent est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir à votre sujet? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir, que vous devriez savoir? Vous aimeriez plus d'informations. Juste donner des outils très faciles à suivre, très faciles à rappeler, qui n'ont pas besoin de toute une formation sur les soins basés sur le traumatisme, mais juste leur donner des outils qui les aident et qui les aide avec les patients aussi. Alors, ça a commencé avec un atelier, puis je fais encore ces ateliers-là de façon virtuelle et en personne pour tout le monde, les oncologues, les, les, les administrateurs. Alors, en ce moment, je les restreins au cancer parce que je sens que ça, c'est un endroit où les soins basés sur les traumatismes sont pas très bien connus. Alors, je voulais créer ça, essayer d'aider les gens dans cette situation. Et récemment, j'ai aussi fait des ateliers pour les donneurs de soins parce que mon mari, les gens ne savent pas qu'on peut demander pour de l'aide. Alors, vous avez le droit de dire, j'ai besoin d'aide avec ça, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce qu'on peut faire ça différemment ou s'il vous plaît, utilisez, touchez-moi pas ici, toutes les choses que vous pouvez demander. Il n'y a pas de signalisation visible ou dans la littérature qu'on reçoit en tant que patient. Oh, je peux demander ça ou je peux demander pour ça. Alors, je veux émanciper les gens pour qu'ils puissent dire, OK, il y a des choses que j'ai besoin ici. Alors, je les fais pratiquer des phrases qu'ils peuvent utiliser pour demander pour ces choses-là. Oui, puis même ce que vous avez dit au sujet des radiologistes, euh, ça me rappelle que les professionnels de la santé sont rentrés dans ce champ-là parce qu'ils veulent aider et on les aide, on leur montre comment ils peuvent vous aider. Oui, puis les oncologues m'ont dit, ça c'est la session la plus importante que j'ai faite depuis longtemps. Ça a été très important. J'ai appris plein de choses qui est facile à faire, mais auxquelles je pensais pas avant. Alors ça a beaucoup de valeur. Oui, et comment est-ce que tu te sens, c'est avec la mémoire de ton mari? Mais je pense que ça me fait sentir que ce que lui a vécu, tu sais, je veux pas dire qu'on fait de la limonade avec les citrons, là, mais il a, tu sais, trouvé de la valeur après qu'on ait perdu quelqu'un. Alors, ce travail-là, le bénévolat a beaucoup de valeur, a, a une intention. Tu sais, ces expériences auraient été mieux si on avait su ça. Il y a eu une excellente expérience, mais il y a beaucoup de petites choses cumulatives qui auraient pu être faites facilement
mais les gens ne le savaient pas. Puis ça leur aurait amélioré l'expérience au complet. Merci. Et dans la boîte à outils pour les patients avec qui tu travailles, est-ce que tu veux parler des ressources que tu partages avec eux ou tu sais, as mentionné les phrases clés, mais qu'est-ce que tu penses serait une façon, quelqu'un qui écoute là, voici quelque chose que tu peux utiliser. Alors, je recommande le Alberta Health Services ont un module sur le traumatisme que le public peut accéder. Alors, les praticiens, mais aussi les patients, les aidants, pour apprendre sur le traumatisme. C'est vraiment fait pour les cliniciens. C'est pas tant des outils pour les gens qui ont un cancer eux-mêmes, mais je pense que c'est quand même un outil utile, certainement pour les cliniciens. Et les phrases pour les patients, certainement sur je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez ralentir? Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que on peut garder la porte ouverte? Tu sais, mon mari avait des activateurs. Alors, j'essaie d'éviter le mot trigger à cause des gens qui ont des traumatismes liés aux armes à feu, mais lui était activé par certaines choses comme il y a le paisley. Il a été abusé par quelqu'un qui portait du paisley. Alors, un mâle qui rentre, c'est un activateur plus une cravate paisley. Ça, c'était un activateur pour lui. Puis, il savait même pas. Euh, alors, alors, je peux me rappeler qu'il y avait un moment dans sa vie, pas à l'hôpital, mais où il dormait, puis quelqu'un a mis sa main sur l'épaule pour essayer de le réveiller en tant que jeune. Et alors, alors, il l'a frappé. Puis c'était pas par exprès, c'était juste sa réaction. Alors, c'est pas arrivé dans l'environnement de soins de santé, mais ça aurait pu. Puis ça pourrait arriver avec d'autres patients. Alors, je pense que c'est utile aussi demander si on peut amener quelqu'un. Puis ça, c'est un problème. C'est pas un problème. C'était plus difficile pendant la pandémie, l'écho de la pandémie. Notre système de santé était très strict pendant 2 ans et demi après la pandémie. Alors, on est encore dans ça où limite sur les visiteurs. On a dû demander pour une exception pour ça, pour que je puisse aller l'aider parce qu'il répondait pas aux questions après une ou deux questions. Il s'éteignait et il y a eu beaucoup de difficultés à donner de l'information aux cliniciens pour l'aider avec les traitements et les plans. Il fallait que je sois là pour juste être là, l'aider, sentir que, OK, je suis en sécurité et elle va remplir les trous si nécessaire, mais aussi il pouvait s'exprimer mieux juste parce que j'étais là. Alors ça, c'est des choses que les patients peuvent faire et demander si c'est utile. Et ouais. Et ça, c'est les choses. Juste savoir que vous avez le droit et fait dire, s'il vous plaît, arrêtez, j'ai besoin d'une minute. Je pense que les gens ne pensent pas qu'ils ont le droit de faire ça. Ils sont comme dans un truc de cancer et ils doivent juste comme accepter tout ce qui se passe. Je pense que c'est très vrai quand on interagit avec avec les soins de santé. Puis c'est aussi culturel. Les Canadiens, on aime être poli, oui, exactement. Alors, je pense qu'une chose qui vaut la peine de mentionner et que je ressens dans ce que tu dis, c'est les, les pratiques que les médecins peuvent incorporer. Puis, merci de partager les outils. On va avoir des liens dans la description aussi. Mais les pratiques pour les médecins, pour les professionnels de la santé, ça semble être juste des pratiques bénéfiques pour tout le monde, avec ou sans traumatisme. Alors, est-ce que tu veux parler un peu de qu'est-ce que tu penses est le chemin vers rendre ces pratiques-là plus courantes pour améliorer les résultats pour les gens? Oui, je pense que c'est important de reconnaître le traumatisme chez les patients, mais aussi chez les praticiens. Les gens travaillent dans
des systèmes très stressants, surmenés, et ils gèrent des patients difficiles, des tragédies et toutes sortes de choses. Alors, eux aussi peuvent avoir des traumatismes. Alors, il y a, il y a, il y a tout un autre L à ça. Mais je pense que mon espoir, c'est que plus d'apprentissage, que ça soit inclus dans l'apprentissage, que les ergos, les physios, les résidents, les infirmières euh, aient tous de l'éducation basée sur les traumatismes dans leur programme. L'école de médecine où j'habite a 2 heures d'éducation sur 4 ans, ce qui est quelque chose. C'est quelque chose, mais c'est pas excellent. Alors, je pense que ce genre, c'est réaliser que c'est quelque chose qui a un impact sur les patients, que c'est pas juste un patient rare. L'autre chose que je mentionne aux praticiens qui est utile pour l'importance de la formation basée sur les traumatismes, c'est que les résultats pour les gens avec cancer, les études que j'ai trouvées, les gens qui ont beaucoup de traumatismes, leurs résultats avec le cancer sont pires. Alors, en fait, ils refusent les résultats, ils disparaissent plus tôt et ils meurent plus tôt et plus souvent. Puis je pense que si vous n'êtes pas quelqu'un qui pense que vous deviez apprendre au sujet des traumatismes, les résultats sont importants pour les cliniciens. Wow, ça a un impact sur les taux de survie et sur les taux de guérison. Alors, je pense que c'est important aussi. Et je pense que l'autre chose, c'est de savoir qui fait quoi. Alors, un oncologue n'est pas formé pour vous aider à passer à travers le traumatisme. Mais il y a des travailleurs sociaux qui peuvent vous aider avec le traumatisme qui revient à cause du traitement ou en tant que le partenaire. Moi, je suis allé voir un travailleur social et j'ai du soutien pour ce qui est de voir son traumatisme à tous les jours. C'est important pour moi, puis j'ai pas eu la formation que lui a eue pour mettre ça en compartiment. Et une fois qu'il partait à l'hôpital, c'était encore là, puis c'était très difficile pour moi. Et 3 heures après, 3 ans après, c'est encore difficile pour moi. J'ai encore une récupération. Alors, les autres praticiens qui gèrent pas la santé mentale devraient présumer qu'il y a du traumatisme. Si on présume qu'il y a un traumatisme avec tous les patients, si c'est pas là, super. Si ce l'est, ils vont faire mieux. Si ils présument le traumatisme, puis ils font les petites choses, les petits changements, juste porter des gants, on fait ça automatiquement. Si on présume, on met les gants de traumatisme à chaque fois qu'on gère un patient et ça va juste être mieux pour tout le monde. Oui, et moi, ce que je sens ici, c'est que rendre les espaces publics plus accessibles, ça le rend plus accessible à tout le monde, pas juste les gens avec un traumatisme, un handicap. Alors, je pense que on a presque terminé, mais avant qu'on se quitte, je veux juste demander s'il y a quelque chose que tu aurais aimé que je te pose ou que tu as une opportunité de partager puis que tu n'as pas eu le temps de partager. J'aime toujours finir sur une note plus avec un plus d'espace. C'est un sujet plus difficile. Alors, une des choses que je dis aux gens, c'est oui, mon mari a eu beaucoup de traumatismes dans son background et oui, il est passé à travers beaucoup d'activations dans ses traitements, mais aussi à cause de ces choses-là, il y a eu un vestige d'espoir dans son cœur qui était sans fin et une habileté de juste passer à autre chose. Je me souviens quand il a été paralysé, tu sais, il était super actif, super fit. Tu sais, il m'a dit si jamais que je suis paralysé, je veux que tu tires la plug. Puis quand il est arrivé, la première jouée, il m'a dit je sais pas combien de temps je peux le faire. Puis ça a duré à peu près 30 minutes. Et après, il a dit OK, c'est comme ça qu'on est maintenant.
puis on va juste passer à autre chose. Alors, il était capable de gérer les choses d'une façon qui était, c'était plus compétent que la façon dont moi je gérais les choses. Et lui, il trouvait de l'espoir partout. Alors, il m'écrivait une note à tous les jours de notre mariage et, et dans une des notes, dans la fin de sa vie, il a dit, je pense que, puis là, quand je disais, pourquoi est-ce que toi, tu as le cancer? Moi, j'ai eu une super enfance. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas eu le cancer? Alors, je trouvais pas que c'était juste que lui, ça soit si difficile. Il dit, mais tu sais, la vie m'a donné des mauvaises cartes, mais j'ai toujours eu des bonnes mains. Puis ça, c'était une phrase qui m'a comme. C'est un excellent sommaire de qui il était et son attitude. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est affecté par le traumatisme, ça amène aussi des difficultés, mais aussi ça amène une sorte de euh, fortitude, résilience, force qui est très admirable et qui peut aider. Merci, merci pour ça. Puis je veux juste aussi dire que je pense que tu fais une très belle chose en mémoire de ton mari. Je pense qu'il serait mortifié que tellement est fait pour lui et à son sujet, mais j'espère qu'il serait fier. Oui, et pour un changement d'énergie Alors, merci d'être là avec nous. Euh, Où est-ce que les gens peuvent trouver ton travail? Si les gens veulent t'écrire, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es ouvert? Oui, alors je suis bénévole, alors je fais ça gratuitement. Mon objectif, c'est la domination mondiale pour les soins basés sur les traumatismes. Mon site web, c'est christinefader.com et toute l'information est là. Christine, merci beaucoup. Passe une excellente journée. Et avant qu'on se quitte, il y a eu des bannières au-dessus, en dessous, pendant qu'on parlait. Si vous avez besoin de soins, on a des travailleurs sociaux qui peuvent vous aider à travers un cancer colorectal. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a des ressources, on partage. Alors, écrivez-nous. Nous sommes ces gens qui sont là pour vous aider spécifiquement. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci, Christine. Bonne journée. Je suis Carl Binman